L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des événements réels. Afin de préserver l'identité des personnes impliquées, les noms des personnages ont été modifiés. Dans l'intrigue d'aujourd'hui, beaucoup ont jugé une femme pour avoir épousé un homme qu'ils considéraient comme le plus laid de la ville. Mais 2 ans plus tard, la surprenante vérité éclate au grand jour. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire peut vous offrir. Si vous pouvez le comprendre, commentez ci-dessous afin que davantage de personnes puissent également le comprendre et partager avec ceux que tu aimes. Merci et bonne histoire. Dans les rues poussiéreuses de Marseille, le silence de la nuit a été brisé par un cri. Mais ce n'étaient pas les pleurs habituels d'un nouveau-né. C'était un son qui glaçait le sang, comme si le bébé sentait déjà le sort cruel qui l'attendait. Amélie Deschamps, épuisée après avoir accouché, se reposait sur son lit de fortune dans la petite chambre d'hôpital. « Laissez-moi voir mon fils », supplia-t-elle en tendant les bras tremblants vers la sage-femme qui tenait le bébé. La sage-femme, Madame Beaumont, hésita, son visage trahissant une expression de choc et d'horreur qu'elle essayait de cacher. « Madame Deschamps, commença-t-il d'une voix tremblante, je crois qu'il vaudrait mieux attendre le médecin. Mais Amélie insista, sa voix montant jusqu'à un crescendo paniqué. « Donne-moi mon bébé. Qu'est-ce qui ne va pas ?» À contre-cœur, Madame Beaumont s'approcha du lit et déposa le nouveau-né dans les bras d'Amélie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie regarda son fils et ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Le visage du bébé était déformé, sa tête disproportionnée et tordue d'une manière qui défiait l'imagination. « Non, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, non, non, non. » Désespérée, Amélie pousse l'enfant, manquant de le rejeter dans les bras de la sage-femme. « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas mon fils. Ce monstre ne peut pas être mon fils. » Le docteur Laurent Mercier, alerté par les cris, s'est précipité dans la chambre et a rapidement évalué la situation. Son visage se durcit alors qu'il examinait l'enfant. « Madame Deschamps, dit-il d'une voix grave, votre fils souffre d'une maladie rarissime. Nous devons faire des examens complémentaires. » Mais Amélie ne l'écoutait plus. Elle fixait le mur, les yeux fixés dans le vide, en marmonnant à plusieurs reprises. « Ce n'est pas mon fils, ce n'est pas mon fils. » Le docteur Mercier se tourna vers Madame Beaumont et lui ordonna à voix basse. « Emmenez le bébé à la crèche et contactez les services sociaux. Je crains qu'il ne s'agisse d'un cas d'abandon. » Alors que la sage-femme quittait la pièce avec le bébé dans les bras, un éclair éclaira la pièce, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. La tempête à l'extérieur semblait refléter le chaos émotionnel qui régnait à l'intérieur de cette pièce. Dans le couloir, Madame Beaumont s'arrêta un instant et regarda le bébé qui, malgré son apparence, était désormais calme, la regardant avec de grands yeux sombres. « La pauvre, murmura-t-elle, quel sort cruel t'attend. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, dans l'ombre du couloir, une silhouette les observait. Il s'agissait de Mathilde Durand, une vieille femme aux cheveux gris et au visage marqué par les années. Il sentit son cœur se serrer en voyant l'enfant rejeté. D'un pas déterminé, il sortit de l'ombre. « Attends, dit-elle, sa voix se brisant. Madame Beaumont se retourna, surprise. « Qui est-ce tu » demanda-t-elle avec méfiance. « Je m'appelle Mathilde Durand, » répondit la vieille dame. « Je suis bénévole à l'hôpital. J'ai tout entendu et je ne peux pas laisser cet enfant être abandonné. » Avec détermination, Mathilde s'approche et tend les bras vers le bébé. « Laisse-moi le chercher, » demanda-t-il doucement. « Je prendrai soin de lui. Je lui donnerai un foyer, une famille. Je l'élèverai comme s'il était mon propre petit-fils. » Madame Beaumont hésitait, tiraillée entre son devoir et son désir de revoir son enfant bien-aimé. « Mais qu'en est-il des procédures » commença la sage-femme. « Au diable les procédures » s'écria Mathilde. « Cet enfant a besoin d'amour, pas de papier. » Après un long moment de tension, Madame Beaumont céda en remettant le bébé dans les bras de Mathilde. « Comment vas-tu l'appeler » demanda la sage-femme à voix basse. Mathilde regarda le visage du bébé, lissant ses rides en un sourire. « Je l'appellerai Gabriel, » dit-il avec un ton d'espoir. « Car il sera mon petit ange, et ensemble nous affronterons tout ce que le destin nous réserve. » Alors que la tempête faisait rage dehors, Mathilde serra Gabriel dans ses bras et quitta l'hôpital, déterminée à lui offrir une vie pleine d'amour, malgré les difficultés qui l'attendaient. La vérité sur Gabriel ne sera révélée que 2 ans plus tard,
lorsque tout le monde dans la ville découvrira le vrai sens de l'amour inconditionnel et la force qui réside dans l'acceptation de la différence. Les années passent et le petit Gaston grandit sous le regard attentif et affectueux de sa grand-mère adoptive, Mathilde. Cependant, à mesure qu'il prenait conscience de son apparence unique, le poids de sa différence devenait de plus en plus difficile à supporter. Un matin d'automne, alors que Gaston n'avait que 10 ans, il se tenait devant le miroir fissuré de la salle de bain, examinant son reflet avec une intensité douloureuse. Ses doigts tremblants tracèrent le contour du renflement irrégulier qui déformait sa joue droite, une excroissance qui semblait s'être accentuée du jour au lendemain. « Grand-mère » appela-t-il, la voix tremblante, « Grand-mère, viens voir. » Mathilde courut en s'essuyant les mains avec son tablier. « Qu'est-ce qui ne va pas, petit ?» Gaston montra son reflet dans le miroir. « Écoute, dit-il, la voix pleine de tristesse, c'est encore pire, je suis un monstre. » Le cœur de Mathilde se serra. Elle s'agenouilla à côté de son petit-fils, tenant son visage entre ses mains ridées. « Gaston, mon cher, écoute attentivement. Tu n'es pas un monstre, tu es exceptionnellement spécial. » Mais Gaston secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, grand-mère, tu ne comprends pas. Les autres enfants, ils disent que je suis un monstre. Hier, à l'école. » Sa voix s'éteignit, incapable de continuer. Mathilde l'enveloppa dans ses bras et le berça doucement, comme elle le faisait quand il était bébé. « Dis-moi, mon petit, murmura-t-elle. Ce qui s'est passé. » Gaston inspira profondément, essayant de reprendre des forces. C'était pendant la récréation. Je jouais seul, comme toujours, lorsqu'un groupe de garçons s'est approché. Leur chef, Antoine Lefebvre, a commencé à me montrer du doigt en riant. Il a crié « Regarde, c'est l'abomination, le monstre de Marseille. » Les autres ont ri, et puis, Mathilde sentit Gaston trembler dans ses bras. Et puis ils ont commencé à me jeter des pierres, murmure Gaston. Ils ont crié que je devais retourner dans ma grotte, qu'il n'y avait pas de place pour moi parmi les humains. La colère s'empara de Mathilde, une fureur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. CS Bandits, s'exclama-t-il. Je vais en parler à leurs parents, au directeur de l'école. Ils ne peuvent pas te traiter comme ça. Mais Gaston l'interrompit en secouant la tête avec véhémence. Non, grand-mère, ça ne fera qu'empirer les choses. Je ne veux pas y retourner. Je ne veux plus quitter la maison. Mathilde sentit son cœur se briser en entendant ces mots. Elle prit le visage de Gaston dans ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. « Écoute-moi bien, Gaston Durand. Tu es fort, tu es courageux et tu as un cœur en or. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Mais malgré les paroles réconfortantes de sa grand-mère, Gaston ne parvenait pas à effacer de son esprit les regards horrifiés et les moqueries cruelles. Dans les jours qui suivirent, Gaston refusa de quitter la maison, se cachant dans sa chambre, où il passa des heures en silence. Jusqu'à ce que, par une nuit d'orage, alors qu'un orage grondait dehors, rappelant étrangement la nuit de sa naissance, Gaston entendit des voix venant de la pièce. Curieux malgré sa peur, il se glissa silencieusement dans le couloir pour écouter. « Madame Durand » dit une voix masculine, que Gaston reconnut comme celle de l'assistante sociale. « Vous devez comprendre que la situation est délicate. Un enfant atteint d'une telle condition nécessite des soins particuliers. » « Des soins particuliers ?» La voix de Mathilde était tranchante comme une lame. « Mon petit-fils a besoin d'amour et de compréhension, de ne pas être enfermé dans une institution. » Le cœur de Gaston s'est arrêté. Il voulait l'éloigner, le séparer de la seule personne qu'il aimait vraiment. « Madame, » poursuit l'assistante sociale, « nous pensons à son bien-être. Dans un établissement spécialisé, il pourra recevoir les soins dont il a besoin, être entouré d'autres enfants comme lui. » « Il n'y a pas d'autres enfants comme lui, » s'écria Mathilde furieuse. « Gaston est unique, et c'est là qu'il appartient. » Gaston apparut dans la pièce, le visage déterminé et les poings serrés. « Je ne pars pas !» cria-t-il, la voix pleine d'émotion. « Tu ne peux pas m'y obliger. » Pierre Dubois, l'assistant social, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux gris sur les tempes, a sursauté en apercevant Gaston. Malgré ses années d'expérience, il ne pouvait s'empêcher de reculer instinctivement devant l'apparence du garçon. Cette réaction n'est pas passée inaperçue auprès de Gaston,
qui sentit monter en lui une vague de honte et de colère. « Voir, dit Gaston, la voix brisée. Même toi, tu as peur de moi. Comment veux-tu que je vive parmi les autres ?» Mathilde s'est approchée de son petit-fils et l'a enveloppé dans ses bras protecteurs. « Personne ne vous prendra, ma chère, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Je vous promets. » Monsieur Dubois, visiblement mal à l'aise, essayait de retrouver son calme. « Jeune homme, je comprends que cette situation est difficile pour vous, mais nous voulons juste vous aider. » Gaston le regardait de ses yeux sombres et intenses qui semblaient pénétrer l'âme de l'homme. « Aide-moi, répéta-t-il, aidez-moi en m'éloignant de la seule personne qui m'aime, me cachant du monde comme si j'étais une erreur de la nature. » Un lourd silence tomba dans la pièce, interrompu seulement par le grondement du tonnerre à l'extérieur. Enfin, Monsieur Dubois soupira en se passant une main fatiguée sur le visage. « Très bien, » a-t-il déclaré avec résignation. « Pour l'instant, nous allons laisser les choses telles qu'elles sont, mais nous continuerons à surveiller la situation. » Alors que l'assistante sociale quittait la maison, Gaston se tourna vers sa grand-mère, les yeux pleins de larmes. « Grand-mère, » murmura-t-il, « promets-moi que tu ne me laisseras jamais partir d'ici. » Mathilde le serra fort dans ses bras. « Jamais, mon petit. Nous affronterons ce monde ensemble, quoi qu'il arrive. » Cette nuit-là, alors que l'orage faisait rage dehors, Gaston prit une décision. Il ne se cacherait plus. Il affronterait le monde avec toute sa cruauté et ses préjugés, car, au fond, une petite voix lui disait que son destin était plus grand que quiconque ne pouvait le voir. Un jour, il prouverait à tout le monde qu'il était bien plus qu'une simple apparence grotesque. Les années passent et Gaston, aujourd'hui âgé de 25 ans, mène une existence recluse dans la petite maison qu'il partage toujours avec sa grand-mère Mathilde. Malgré sa promesse d'enfance d'affronter le monde, la réalité s'est avérée bien plus cruelle que ce à quoi il s'était attendu. Par un matin d'été particulièrement étouffant, Gaston était assis dans l'atelier de cordonnier qu'il avait aménagé au sous-sol de la maison. Il y passait la plupart de ses journées, réparant les chaussures que ses voisins laissaient discrètement à la porte. Ce travail solitaire lui convenait, lui permettant de gagner sa vie sans avoir à affronter les regards horrifiés des gens. Soudain, on frappa à la porte de l'atelier. Gaston sursauta, peu habitué aux visiteurs. « Qui est-ce » demanda-t-il avec méfiance. « Seigneur Durand » répondit une voix masculine à l'autre bout du fil. « Je m'appelle Étienne Rousseau. J'aimerais vous parler d'une opportunité unique. » Intrigué malgré tout, Gaston hésita un instant avant d'ouvrir la porte. Devant lui se trouvait un homme d'une cinquantaine d'années, élégamment vêtu, avec des lunettes rondes et un sourire engageant. Contrairement à la plupart des gens, Étienne Rousseau ne montra aucun signe de surprise ou de dégoût face à l'apparition de Gaston. Au contraire, ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque excitée. « Monsieur Durand » commença Étienne d'une voix douce et persuasive, « je suis producteur dans l'industrie du divertissement et je pense que vous avez quelque chose d'extraordinaire à offrir au monde. » Gaston ricana amèrement. « Quelque chose à offrir ?» demanda-t-il sarcastiquement. « Mon apparence grotesque ? Avez-vous l'intention de m'utiliser pour effrayer les enfants dans les foires ?» Étienne secoua la tête, gardant un ton sérieux. « Non, non. Tu ne comprends pas. Je parle de ton caractère unique, de ton courage d'être qui tu es dans un monde qui a peur de la différence. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « Monsieur Durand, que diriez-vous de participer à un concours insolite ?» Gaston fronça les sourcils, confus. « Quel genre de compétition ?» Eh bien, répondit Étienne avec un sourire mystérieux, disons que c'est un événement qui célèbre la singularité sous toutes ses formes. Un concours pour trouver l'homme le plus atypique de France. Un lourd silence s'installa dans l'atelier. Gaston regardait Étienne, partagé entre l'incrédulité et la colère. « Vous plaisantez, j'espère » demanda-t-il finalement, sa voix remplie d'incrédulité. Étienne leva les mains dans un geste d'apaisement. « Pas question. » « Je suis sérieux. Ce concours pourrait changer votre vie, monsieur Durand. » Gaston regardait Étienne avec une expression incrédule, essayant de comprendre ce qui avait été proposé. « Et tu penses vraiment que les gens vont applaudir ? Qu'ils vont soudainement accepter quelqu'un comme moi ?» Étienne hocha la tête, compréhensif mais déterminé. « Peut-être pas tout de suite, Gaston. Mais c'est un début. Une chance pour toi de prendre le contrôle de ton récit,
de transformer ce que le monde considère comme une malédiction en une bénédiction. À ce moment, Mathilde entra dans l'atelier, alertée par les voix. Son regard parcourut la pièce avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, sa voix pleine de suspicion. Étienne se présenta à nouveau, expliquant son idée avec la même passion et le même espoir qu'il avait montré à Gaston. Contre toute attente, le visage de Mathilde s'éclaira lorsqu'elle comprit le projet. « Gaston, mon cher, dit-elle en se tournant vers son petit-fils avec une expression pleine d'espoir, c'est peut-être l'opportunité que nous attendions depuis toutes ces années. » Gaston alternait son regard entre sa grand-mère et Étienne, le cœur lourd de doute et de peur. « Tu es sérieux, grand-mère ? Tu penses vraiment que je devrais faire ça ?» Mathilde prit les mains de Gaston dans les siennes et les serra fermement. « Mon tout petit, tu t'es caché toute ta vie. Il est peut-être temps de montrer au monde qui tu es vraiment à l'intérieur. » Les jours qui ont suivi ont été remplis de discussions animées, de doutes et de peur. Gaston se débattait entre l'excitation de sortir enfin de l'ombre et la terreur de l'humiliation publique. Mais la graine de l'espoir était semée, et après une nuit blanche, il prit sa décision. Le lendemain matin, il descendit à la cuisine où sa grand-mère préparait le petit déjeuner. « Grand-mère, dit-il d'une voix tremblante mais déterminée, je vais le faire. Je vais participer à cette compétition. » Mathilde se tourna vers lui, les yeux remplis de larmes de fierté. « Oh, mon courageux petit, dit-elle en le serrant fort dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. » Le jour de la compétition arriva plus tôt que prévu par Gaston. Il était dans les coulisses, le cœur battant et les mains moites. J'entendais la foule animée de l'autre côté du rideau. Étienne s'approcha en posant une main rassurante sur son épaule. « Êtes-vous prêt, monsieur Durand ?» Gaston inspira profondément, essayant de calmer la tourmente qui l'habitait. « Non, » a-t-il admis avec un sourire nerveux, « mais je le ferai quand même. » À l'annonce de son nom, Gaston sentit ses jambes trembler. Mais en pensant à sa grand-mère qui l'attendait à la maison, il a trouvé la force de continuer. Le silence qui s'est abattu sur la salle lors de son apparition sur scène était assourdissant. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans son esprit comme un tambour de guerre. Puis, contre toute attente, les applaudissements ont commencé à retentir. Timide au début, presque hésitant, mais ils sont vite devenus une puissante vague de soutien et d'acceptation. Gaston regarda la foule, et à sa grande surprise, vit des visages souriants, les yeux remplis non de dégoût mais d'admiration. Pour la première fois de sa vie, il se sentait accepté. Ce jour marque un tournant dans la vie de Gaston. Ce qui avait commencé comme une compétition bizarre est devenu le début d'une aventure extraordinaire. Il ne le savait pas encore, mais sa victoire ce jour-là lui ouvrirait des portes qu'il n'aurait jamais imaginées et le mènerait vers un destin bien plus grand que tout ce dont il aurait pu rêver. La victoire de Gaston au concours de l'homme le plus atypique de France n'était que le début d'une transformation étonnante, non seulement pour lui, mais pour l'ensemble de la société française. Le lendemain de l'événement, Gaston se réveille dans un tout autre monde. Son téléphone, habituellement silencieux, n'arrêtait pas de sonner. Journalistes, producteurs de télévision et même hommes politiques ont voulu parler à celui qui captivera la nation par son courage et son authenticité. « Grand-mère » appela Gaston, bouleversé par cette attention soudaine. « Que dois-je faire ?» Mathilde, qui observait le tourbillon des événements avec un mélange de fierté et d'inquiétude, posa une main apaisante sur l'épaule de son petit-fils. « Ma chérie, c'est votre chance de changer les choses. Utilisez-la à bon escient. » Encouragé par les paroles de sa grand-mère, Gaston décide d'accepter une invitation à un talk-show populaire. Le soir du spectacle, les rues de Paris étaient remplies de monde désireux de voir le nouveau phénomène national. En coulisses, Gaston sentait son cœur battre à tout rompre. La présentatrice, Sophie Leblanc, s'est approchée de lui avec un sourire chaleureux. « Seigneur Durand, dit-elle doucement, êtes-vous prêt ?» Gaston inspira profondément, faisant de son mieux pour calmer ses nerfs. « Aussi bon que possible, » répondit-il avec un léger sourire nerveux. Lorsqu'il entra sur scène, le public se leva d'un seul mouvement, l'applaudissant sauvagement. Gaston, surpris et ému, dut retenir ses larmes. Il prit un moment pour se ressaisir, réalisant à quel point sa vie avait changé. « Sophie, » commença Gaston alors que le calme revenait dans l'assistance, « je ne m'attendais pas, je n'imaginais pas, qu'un jour je serais accepté. » Applaudit.
Je me suis toujours vu comme un paria, quelqu'un qui devrait cacher. Mais aujourd'hui, je réalise que la vraie force ne réside pas dans l'apparence, mais dans le courage d'être qui nous sommes, malgré tout. L'entretien a été un franc succès. Gaston a non seulement conquis le public présent, mais aussi des millions de téléspectateurs à travers la France. Il a parlé de sa vie, de ses luttes, et surtout, de l'importance d'accepter l'unicité. Il est devenu un symbole de résistance et d'acceptation, inspirant les autres à affronter leurs propres peurs et insécurités. Dans les jours et les semaines qui suivent, Gaston est inondé d'invitations à prendre la parole dans des écoles, des universités et des conférences. Il est devenu un ardent défenseur de l'inclusion et de la diversité, utilisant sa plateforme pour remettre en question les préjugés et promouvoir l'acceptation. La victoire de Gaston n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un catalyseur d'un changement sociétal plus large. Il a ouvert la voie pour que les autres puissent également être vus et entendus, quelles que soient leurs différences. La France, et finalement le monde, ont commencé à réévaluer leur notion de beauté et de valeur, influencés par le courage d'un homme qui, pendant si longtemps, avait été rejeté. Et tandis que Gaston regardait vers l'avenir, il savait que son voyage ne faisait que commencer. Avec sa grand-mère à ses côtés, il était prêt à affronter tout ce qui lui arrivait, sachant qu'il avait déjà prouvé qu'il était bien plus qu'une simple apparence. Gaston est devenu du jour au lendemain un véritable phénomène. À chaque pas, il était entouré d'une avalanche d'attention qui semblait presque irréelle. En entrevue télévisée en direct, Sophie Leblanc, l'animatrice charismatique, n'a pu s'empêcher de demander « Gaston, comment gérez-vous cette nouvelle célébrité ?» Il réfléchit un instant, les lumières du studio se reflétant dans ses yeux, avant de répondre honnêtement « C'est pour le moins surréaliste. Toute ma vie, j'ai été rejeté, ridiculisé, évité, et maintenant les gens me soutiennent. C'est à la fois merveilleux et effrayant. » Tout au long de l'entretien, Gaston a partagé son histoire avec une honnêteté désarmante, évoquant son enfance difficile, l'amour inconditionnel de sa grand-mère Mathilde et les années de solitude qui ont façonné sa vie. Le public, accroché à chacun de ses mots, l'écoutait attentivement, nombre d'entre eux essuyant discrètement ses larmes pendant qu'il parlait. « Je sais, » a déclaré Gaston à la fin du spectacle, regardant directement la caméra, « je ne suis pas là pour être une curiosité ou un phénomène forain. Je suis ici pour montrer que la beauté et la valeur d'une personne ne sont pas définies. Parce que c'est à la surface. » Ces mots résonnent dans tout le pays, déclenchant un débat national sur la beauté, l'acceptation et l'inclusion. Dans les semaines qui suivirent, Gaston fut recherché de toutes parts. Les marques de mode d'avant-garde voulaient qu'il soit le visage de leur campagne, les réalisateurs lui proposaient des rôles dans des films et les politiciens recherchaient son soutien pour les campagnes anti-discrimination. Mais c'est une rencontre inattendue qui va véritablement changer sa vie. Un jour d'automne, alors qu'il donnait une conférence dans une école d'art, une jeune femme s'approcha de lui. Elle avait de longs cheveux noirs et des yeux intenses qui semblaient pénétrer l'âme de Gaston. « Monsieur Durand, dit-elle d'une voix douce mais ferme, je m'appelle Amélie Fournier. Je suis compositrice et votre histoire m'a profondément inspirée. J'aimerais créer une œuvre basée sur votre vie. » Gaston était intrigué, les yeux écarquillés de surprise. « Une œuvre musicale sur moi ? Vraiment ?» Amélie hocha la tête avec enthousiasme, son visage s'éclaira. « Oui. Je crois que votre voyage pourrait donner naissance à quelque chose de vraiment beau et puissant. » Touché par la sincérité d'Amélie, Gaston accepte de collaborer avec elle. Au cours des semaines suivantes, ils passèrent de nombreuses heures ensemble. Gaston a partagé ses souvenirs les plus profonds, tandis qu'Amélie a transformé ses histoires en mélodies et en paroles. Ce faisant, quelque chose d'autre a commencé à fleurir entre eux. Amélie voyait au-delà de l'apparence de Gaston, appréciant sa vivacité d'esprit, sa résilience et son cœur généreux. Gaston, à son tour, était fasciné par la créativité et la compassion d'Amélie. Chaque rencontre, chaque échange d'idées les rapprochait et un lien puissant commençait à se nouer. Le jour de la première de l'œuvre d'Amélie, intitulée La beauté cachée, l'emblématique opéra Garnier était plein à craquer. Gaston, assis au premier rang à côté de sa grand-mère, sentit son cœur déborder d'émotion alors que la chanson raconte si magistralement sa vie. Le public a été transporté par l'histoire, et à la fin du spectacle, s'est levé pour une ovation qui a duré plusieurs minutes. Amélie, rayonnante de joie, a invité Gaston à monter sur scène sous les projecteurs. Leurs regards se croisèrent,
et dans ce moment de triomphe partagé, quelque chose d'indéfinissable passa entre eux. La connexion était palpable et cette nuit, marquée par l'apogée de la nouvelle carrière de Gaston, naît aussi une histoire d'amour qui défiera toutes les conventions. Lorsque Gaston rentra chez lui ce soir-là, il réalisa à quel point sa vie avait changé. D'homme caché dans son atelier, il s'est transformé en une figure nationale, symbole d'espoir et de résilience. Et peut-être que, pour la première fois de sa vie, il commençait à entrevoir la possibilité du véritable amour. Le ridicule s'est véritablement transformé en sublime et l'aventure de Gaston Durand ne fait que commencer. La collaboration artistique entre Gaston Durand et Amélie Fournier ouvre la porte à une relation plus profonde. Cependant, comme toute belle histoire d'amour, celle-ci connaîtra ses propres défis. Un soir d'automne, alors qu'ils marchaient main dans la main le long de la Seine, des feuilles dorées tourbillonnaient autour d'eux, créant une atmosphère presque magique. « Amélie, commença Gaston, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. Ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Amélie s'arrêta et se tourna vers Gaston. Ses yeux verts pétillaient d'émotion, et elle murmurait avec une douceur qui faisait battre encore plus vite le cœur de Gaston. « Oh, Gaston, je t'aime aussi. Plus que je n'aurais jamais cru possible. » Ils s'embrassèrent tendrement, ignorant les regards curieux des passants. Pour eux, à ce moment-là, le monde extérieur n'existait plus. Cependant, leur bonheur allait bientôt être mis à l'épreuve. Quelques jours plus tard, alors qu'ils dînaient dans un restaurant chic, un couple assis à une table voisine a commencé à les regarder ouvertement. La femme, avec un air méprisant, murmura assez fort pour qu'il entende « c'est dégoûtant ». Gaston sentit son sang se glacer dans ses veines, et le sourire qui illuminait auparavant son visage s'effaça. Amélie, remarquant la tension, lui serra fermement la main, essayant de lui transmettre sécurité et réconfort. Cependant, les paroles de la femme avaient pénétré profondément, ravivant des insécurités que Gaston pensait avoir surmontées. Il regarda Amélie, et dans ses yeux il y avait un mélange de tristesse et de doute. « Peut-être que c'est une erreur, » murmura-t-il, la voix tremblante. Amélie, cependant, ne se laisse pas décourager. Elle tenait le visage de Gaston à deux mains, le forçant à lui faire face. « Gaston, l'amour que je ressens pour toi ne dépend pas de ce que pensent les gens. Ils ne comprennent pas, et peut-être qu'ils ne le comprendront jamais, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Et j'aime, toi, de tout mon cœur. Mon cœur. » Gaston, touché par la fermeté et la sincérité d'Amélie, hocha lentement la tête. « C'est juste que je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je suis plus forte que je n'en ai l'air, Gaston, » répondit-elle avec un doux sourire. « Et ensemble, nous pouvons tout affronter. »